Avant votre épisode, on aimerait prendre une minute pour vous parler de ce qu'on peut faire pour vous. En plus de faire des podcasts, l'Académie de la qualité efficace est avant tout une entreprise de conseil en qualité système et opérationnelle. Si vous aimez nos podcasts, vous allez adorer nos interventions. Tous les détails sont sur notre site web. Ce sont exclusivement nos interventions qui nous permettent de faire ces podcasts, alors n'hésitez pas à parler de nous pour répondre à des problématiques sur vos sites, si vous avez besoin d'un renfort en ressources qualité, ou tout simplement à partager les épisodes qui vous ont marqué. Ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'instant publicité, et maintenant, place à l'épisode. On sort des études d'ingé pharma, on connaît pas tout, donc tout se passe sur le terrain. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur le terrain et avec des collègues à côté, physiquement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Épisode exceptionnel car Arnaud et moi recevons aujourd'hui un invité que je qualifierais de prestigieux. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons parler de stratégie globale, de stratégie durable, comment se faire une vision qualité à long terme pour un site ou un groupe. Et pour parler de ce sujet complexe, nous recevons David Frangerito. Alors David, on s'est croisé brièvement en podcast cette année à l'A3P. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous l'épisode sur l'A3 Podcast. Et on va profiter de ce format long pour développer quelques concepts que tu as développés dans cet épisode. David, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien entendu, bonjour à tous. Donc David Frangerito, je suis directeur qualité des opérations dans les laboratoires Pierre Fabre. Un gros laboratoire. Donc je suis pour cette interview, je serai accompagné de Arnaud. On se connaît, David, Arnaud, David. Enchanté, on s'est bien aussi. On se connaît. Bonjour à tous, bonjour David, ravi d'être là pour cet échange qui va être passionnant. Alors Pierre Fabre, c'est un gros laboratoire, un laboratoire qui est très connu de tous. C'est vraiment, je tiens à souligner quand même que c'est vraiment super bien de pouvoir recevoir quelqu'un, de pouvoir dire qu'il travaille pour justement le laboratoire en question. C'est assez compliqué d'avoir des gens qui peuvent qui sont autorisés à témoigner en disant pour qui ils travaillent. Donc ça c'est vraiment super. Pierre Fabre également, de laboratoire très intéressant car multi-produits, multi-formes pharmaceutiques, multi-réglementation. Donc ça va être vraiment très intéressant de pouvoir voir comment tu arrives à combiner tout ça pour avoir une vision stratégique. Alors on va commencer directement. Comment tu vois en tout cas pour toi la vision stratégique pour Pierre Fabre, en tout cas pour tes activités. Comment tu arrives à te repérer un peu là-dedans, parce que ça a l'air d'être quand même globalement compliqué d'avoir ce poste, quoi. Alors qu'est-ce qu'une vision stratégique qualité ? On essaye de prendre tous les enjeux de l'entreprise et être à l'écoute aussi du marché, des patients, des clients, des consommateurs, et de mélanger tout ça et de faire en sorte que on puisse matcher les enjeux de l'entreprise avec nos réglementations. Comme tu l'as dit, chez Pierre Fabre, on a plusieurs statuts, médicaments, dispositifs médicaux, cosmétiques, compléments alimentaires, et des fois voilà, donc ça fait un beau cocktail et donc pour faire de l'amélioration continue, pour toujours satisfaire nos patients, clients, consommateurs, on est obligé d'avoir une stratégie quand même assez long terme, 3-5 ans. Il y a des chantiers qui peuvent jamais se résoudre en une semaine. Il y a quand même un besoin d'avoir des plans pluriannuels et data intégrité par exemple, ou une nouvelle réglementation Chine avec XAR pour les cosmétiques. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut mettre en place tous les requis et toutes les exigences. Donc on a besoin vraiment d'étaler ça par trimestre, par année. Et alors comment tu fais pour avoir une appréciation un petit peu des différents marchés, des différents sites ? Parce que finalement, pour avoir cette vision, il faut que tu connaisses la situation. Et donc comment est-ce que tu fais pour identifier même les forces et les faiblesses de certains sites, un peu la vision du marché ? Comment est-ce que tu t'organises ? Bon, peut-être pas forcément des choses très très innovantes ici, mais tout part de la direction, où on a chaque année une revue stratégique, et c'est là qu'on va décider des orientations des 3 à 5 années à venir. Et une fois qu'on a cette orientation business, part de marché ou quel territoire ou quel produit lancer, alors on va la transformer en activité ou en projet opérationnel, en projet stratégique annuel.
Tout part des parties prenantes internes de l'entreprise ou externes, si on parle de marché consommateur pour les cosmétiques, et de cette étude externe des parties prenantes et l'ambition et des enjeux du groupe, alors on va en déterminer une stratégie et une feuille de route pour les opérations, et la qualité accompagne le développement de la business unit opération. C'est là que ça me paraît, ça me paraît quand même compliqué en fait de pouvoir arriver à jongler entre les exigences business et finalement performance, développement, croissance et les attentes qualité réglementaires qu'on a dans les en plus dans les différents référentiels avec lesquels tu évolues. Comment tu fais pour mettre un petit peu cette je sais pas comment on pourrait dire, cette impulsion qualité dans les projets comme ça? Même si on a plusieurs effectivement statuts produits, les projets ou la vitesse d'exécution des projets diffère. On va pas aller aussi vite pour un médicament qu'un cosmétique par exemple si on veut lancer un produit. Donc bien évidemment que on respecte la réglementation, et dans les enjeux stratégiques, quand c'est un médicament, ça va être quand même assez borné. Il y a quand même des étapes et des jalons à passer, et bien sûr on passe tous ces jalons-là. Côté complément alimentaire, cosmétique, il y a un peu plus de souplesse, même si de plus en plus la réglementation se tend quand même beaucoup. Ça va être dans les détails qu'on aura le diable, hein, mais d'un point de vue vision et établissement de feuille de route, oui, on sépare quand même médicaments DM, cosmétiques, compléments alimentaires. Forcément. Ouais, du coup, ça veut dire que sur un projet qui va être à long terme, si c'est un projet qui impacte les différentes structures DM, cosmétiques, médicaments, vous allez avoir des approches différentes, ou alors vous essayez d'avoir une approche unique pour éviter peut-être de l'hétérogénéité, je sais pas, parce que ça c'est vrai que c'est un sujet quand on est dans une entreprise comme Pierre Fabre qui doit être vachement challengeant, quoi. Oui. On en avait déjà partagé dans le podcast de Biarritz, mais si je prends un exemple concret pour essayer de rendre ça concret, data intégrité par exemple. Donc ça c'est un serpent de mer. On sait que pour la pharma c'est extrêmement demandant, exigeant. Ça l'est un peu moins pour cosmétiques, compléments alimentaires. Même s'il en faut aussi, il faut la parfaite traçabilité, surtout quand on se revendique Cosmos et éco-certification, etc. Mais c'est là où, dans notre façon de faire, on va avoir une procédure qui est très très générale, et en fonction des statuts, alors on aura un peu plus de détails ou d'exigences ou de requis, mais il y aura quand même une ossature qui parlera de c'est quoi la data intégrité et la traçabilité, et ensuite appliqué au statut de produit ou au produit par produit, on sera plus souple, si je peux dire plus souple, mais au juste nécessaire en tout cas de la réglementation. Et maintenant, si on se penche vraiment sur la direction qualité, donc il y a les réglementations qui évoluent, il y a les techniques qui évoluent également. Tes sites, eux, parce que je sais pas combien tu as de sites, mais tes sites, tu dois en avoir pas mal. Comment est-ce que tu fais pour diriger un peu les sites vers une tendance, enfin, en tout cas vers là où tu voudrais les emmener? Savoir, là, il faut plus que vous axiez votre réflexion sur, je sais pas moi, le stérile et la maîtrise de la contamination. Sur cet autre site, ça va être plutôt la qualification, validation, je sais pas. Comment est-ce que tu fais pour te tenir au courant de ce qui se passe sur les sites et du coup en faire finalement une priorisation? Est-ce que c'est à ton niveau que ça se passe, ou alors est-ce que c'est un peu plus en dessous? Grosso modo, une dizaine de sites Pierre Fabre. Après, on a aussi des sous-traitants. Mais si je parle que des sites Pierre Fabre, encore une fois, c'est peut-être une redite ou rien d'innovant là-dedans, mais tous les ans, on a un séminaire stratégique et on utilise des outils Lean, Ocean Connery par exemple. On réunit tout le monde. Là, c'était le 6 novembre dernier. On a réuni tous les responsables assurance qualité centrale et puis des sites dans un de nos merveilleux bâtiments Terre d'Avoine à côté de Toulouse, et on a encore une fois pris les enjeux internes externes, la maturité des sites, et on en fait une feuille de route globale qualité avec 3-4 axes majeurs, mais par contre chacun va pouvoir le décliner sur chacun de ses sites. Et donc je sais pas si vous voyez, ou c'est un peu aussi peut-être un peu du lean, mais la matrice de Ocean Connery, mais c'est là qu'on peut voir que si on veut développer une culture qualité, oui, c'est un programme ou c'est un pilier
important et stratégique pour les opérations, toutes les opérations. Et il y aura 5-6 étapes dedans. Et en fonction de la maturité après des sites, certains prendront les 6 sous-chantiers, certains autres seront un peu plus déjà avancés, en prendront que 3. Mais à la fin du cycle triennal, voilà, normalement tous auront progressé et on aura tous atteint une cible. Et après aussi, tous les mois, j'ai des entretiens avec tous les responsables de qualité des sites et on fait une revue de projet trimestrielle, semestrielle. Et c'est là où ça me permet de voir s'il y a des sites qui prennent de l'avance ou plutôt du retard et comment on peut les aider et réaligner s'il y a besoin de réaligner. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc là en fait ce que tu dis c'est que ce qui est important c'est finalement la progression continue des sites plutôt qu'essayer de mettre tout le monde au max quoi. Oui, le tout le monde au max c'est une cible. On définit à chaque fois un standard et le standard, encore une fois, quand il est co-construit, parce que chez Pierreferme, on pense pas, on rédige pas un standard que en centrale. Et à chaque fois, c'est le central qui tient la main et qui tient le stylo, mais le standard, il est co-construit avec les sites. Mais on sait dès le départ que quand le standard, il va être publié ou quand il sera prêt, certains sites sont à 80% et d'autres sites seront qu'à 20-40%. Donc il y a une marge de progression. Et c'est cette marge qu'on suit tout au long de l'année. Tout dépendra de l'exigence et du standard. Si c'est vide de ligne, il n'y a pas trop le choix. Si c'est comment on doit animer une réunion résolution de problème. Bon, le standard il est quand même plus de l'aide et un guide. C'est pas un référentiel opposable en tant que tel. Hein. Et comment tu t'assures justement que la priorité du projet elle soit en accord avec la priorité du site? Parce que c'est là où il y a souvent, enfin moi je me rends compte, il y a souvent quand même des conflits dans les sites entre la direction qualité qui va demander par exemple c'est ça de prendre du temps sur justement les vides de ligne ou les choses comme ça, et derrière il y a le directeur de production qui va dire là les gars il faudrait arriver à augmenter le temps d'occupation des lignes au maximum. Et donc c'est là où finalement il y a un peu des dissonances cognitives dans les équipes, et c'est justement la X-Matrix peut-être être une réponse. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Donc je suis normand, tu sais, donc je vais te répondre en 2 temps. Parce qu'encore une fois, comme on applique cet operating system du Lean aux opérations, on décide d'une stratégie. Et encore une fois, celle que je présente pour la qualité, elle est co-construite, mais au niveau des opérations, c'est au-dessus de tous les sites. Donc, si moi j'arrive aux opérations et je dis qu'il y a 3 projets prioritaires, c'est ce qui sera décliné dans tous les sites pour la partie qualité. Après, moi, j'interviens dans quelques operating systems, feuilles de route stratégiques de certains sites où je revends, où je réexplique le pourquoi il faut faire ces 3 ou 5 piliers. Donc le point de départ, il est normalement aligné. En janvier ou en décembre, on est aligné pour dire que on a tous ces projets-là à faire d'un point de vue qualité et pour le groupe. Effectivement, après, au fil du temps, il y a des priorités qui changent ou qui changent. Et donc, c'est le suivi mensuel, trimestriel qui me permet à chaque fois de revenir vers le site qui est en difficulté ou en retard et on réexplique les choses et on se réaligne et on rebâtit une feuille de route ou on ajuste la feuille de route. Ok. Et finalement, la discussion avec la production, avec les autres directions, ça se passe comment pour c'est pas pour je pense pas qu'on puisse parler d'arbitrage, mais est-ce que vous arrivez à pas télescoper les projets? Si, je mentirais si je dirais que tout était parfait chez Pierreferme et qu'il n'y a pas de conflit de priorité. Mais encore une fois, le plus important, c'est que s'il y a modification des projets ou des priorités, il faut qu'on s'en parle et il faut qu'on échange. Il n'y a pas la direction la qualité a décidé que et donc c'est ce qui passe en priorité. Non, mais dans tous les autres départements non plus. Donc c'est à chaque fois s'il y a une urgence, s'il y a un enjeu, s'il y a un besoin et s'il faut être réactif et agile, il faut que le plus vite possible on réaligne et on discute et on réétablit ou on ajuste une feuille de route. Le plus important c'est ça. On doit être encore une fois à l'écoute du marché et on fait des produits pour des patients
consommateurs et clients, et donc il faut d'abord les satisfaire, et ensuite s'il y a un projet d'amélioration continue qui ne se passe pas comme identifié au départ, c'est une variable d'ajustement aussi. Voilà. On est d'abord là pour encore une fois faire des produits conformes et qui satisfassent nos patients, clients, consommateurs. Du coup, moi, parce que ce projet, enfin ces projets stratégiques que vous définissez, sur lesquels vous êtes alignés en décembre et en janvier pour l'année suivante, il y a une feuille de route sur 3-5 ans, ça j'ai bien compris. Mais combien de temps surtout ça vous prend en termes de délai, on va dire, pour concevoir un peu la cible pour l'année à venir, quoi? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites durant toute l'année au niveau du corporate, justement, cette réflexion, et petit à petit vous le montez pour être bien aligné en décembre? Comment ça s'organise tout ça? Donc oui, ça commence. On fait une feuille de route 3-5 ans. Là, elle est pour 26-32, donc ça fait 5-6 ans même. Donc on met une étoile polaire, on met une cible, on met un objectif qui est peut-être pas forcément smart à chaque fois, mais c'est pour aussi se challenger, et on subdivise après année par année. Donc on appelle ça rétro-polé. Donc on se dit on veut atteindre 0 défaut, on est à tel niveau aujourd'hui, comment chaque année on arrive à progresser. Donc d'une année sur l'autre, on réinvente pas la machine à couper les bananes, et donc c'est plutôt de l'ajustement. Sauf si au cours de l'année, on a une information de la veille qui nous dit attention, par exemple pour les cosmétiques, l'OMOCRA, donc la réglementation cosmétique pour le marché américain, attention, il y a une évolution. Donc là, on peut ajuster effectivement la feuille stratégique, mais c'est quand même glissant, parce que nos métiers qualité ou production, manufacturing, distribution, ils varient pas du jour au lendemain. Il y a la veille qui nous donne des éléments d'information, ou encore une fois le business s'ils veulent aller plus en Chine qu'aux États-Unis ou au Mexique, etc. Donc ça, on a aussi des enjeux business propres à Pierre Fabre. Mais encore une fois, le 31 décembre, on déchire pas la feuille et on en fait une le 1er janvier. Donc au cours de l'année, qu'on ajuste en fonction des signaux qu'on peut avoir de la réglementation de nos produits, Et alors des inspections, des retours clients, tout ce qui peut servir à faire un SWOT en fait, encore une fois, force, faiblesse et menace, opportunité. Justement, c'est une bonne transition sur ma question suivante, c'est par rapport à justement ces pressentiments de ça va peut-être évoluer, ou alors du coup là il y a une faiblesse, etc. Comment est-ce que tu procèdes pour convaincre le groupe, la direction finalement, de l'intérêt des investissements que tu pressens ou que tu vois ultra nécessaires pour le groupe? Alors peut-être encore une fois, peut-être en deux temps ou deux parties, parce qu'il y a des fois des investissements qui sont obligatoires côté pharma, il y a des fois où c'est obligatoire, on peut pas y échapper parce que c'est juste réglementaire qu'on doit mettre de la sérialisation, de l'agrégation ou qu'une nitrosamine, etc. Donc là c'est assez quand même assez simple, assez binaire. Si on se met pas à l'état de l'art, on peut plus commercialiser, on peut plus produire. Donc cette partie-là, elle est plus simple, même s'il faut l'expliquer, et que la réglementation, il faut quand même expliquer que il y a une réglementation côté pharma et qu'il faut la respecter. Mais quand j'ai vraiment un texte officiel devant moi, c'est quand même simple. Après, encore une fois, on a tellement joué sans doute du attention c'est réglementaire que maintenant aussi en interne on se méfie un peu de attention c'est réglementaire. Par contre, après quand c'est un peu plus quand c'est une tendance là c'est il faut vite trouver un petit exemple, vite trouver le pourquoi ça marche et pourquoi je pourrais en faire bénéficier tout le groupe. C'est un peu intelligence artificielle, quand on a commencé à mettre un peu d'intelligence artificielle dans les déviations, il n'y a pas d'obligation de le faire, au contraire, des fois, on ne sait pas trop comment l'IA interagit dans les déviations, mais quand on voit que ça simplifie, qu'on arrive à clôturer un peu plus rapidement nos déviations, ou en tout cas à mieux capter le signalement, et donc voilà,
on a des petits succès et puis avec un retour d'investissement, quand même on est là, faire des retours sur investissement sur les actions proposées. Si le retour d'investissement est favorable et bénéfique, ça aide forcément à la prise de décision et à convaincre mon DG, c'est sûr. C'est là où les retours d'investissement en qualité sont vraiment pas simples, parce que souvent c'est en fait on fait un projet et finalement l'argent on l'a pas, quoi. C'est de l'argent non perdu, quoi, qu'on souvent en qualité qu'on arrive à avoir. Oui, alors c'est soit des coûts évités, on appelle ça souvent des coûts évités. Si je détecte plus tôt, alors je vais rejeter moins, ou si j'améliore ma formation, j'aurai moins de déviations, ou j'aurai moins de temps perdu, d'efficience, d'efficacité. Donc c'est vrai que des fois c'est compliqué à promettre, enfin déjà à chiffrer le retour sur investissement, mais aussi à promettre. Et après, c'est peut-être pas très très factuel ce que je veux dire, mais après c'est aussi pas du bon sens, mais allez, on y croit, on y va. Et on se laisse la chance pendant 6 mois de tester et de faire un pilote. Et peut-être que des fois aussi, nous, on se trompe dès le départ. On pense que ça va résoudre le problème et que ça va tout améliorer. Puis qu'en fait, on fait un pilote et c'est fait pour ça. Donc, on revient sur nos pas et puis on dit, on va essayer autre chose. Donc, il y a toujours aussi une part de pas forcément de retour sur investissement, mais de dire, on croit que quand même, quand on va faire plus de road causing et qu'on va former de plus en plus de personnes à toutes les ceintures, lean, de la blanche à la noire, oui, c'est un investissement de temps, mais Toyota et d'autres l'ont fait avant et tirent la qualité vers le haut tout le temps et la performance, et finalement ils sont très rentables. Donc il y a aussi une part de croyance, et j'y vais. On devrait voir dans le futur une diminution des déviations, qui veut dire une diminution du temps passé à les régler, puis des problèmes en général sur la qualité des produits, quoi. Et aussi, donc effectivement, les patients qui sont mieux servis, moins de stock, donc l'entreprise est également contente de faire moins de stock parce que c'est de l'argent. Enfin voilà, c'est un tout. Encore une fois, quand il y a la carte vraiment réglementaire, ANSM, EMEA, c'est plus facile, mais quoique, il faut quand même expliquer et réexpliquer. Et puis après, c'est quand même montrer qu'il y a un retour sur investissement. Ça, c'est sûr. Trop bien. Alors, moi j'ai une question peut-être un peu compliquée. On va voir comment ça sort. Parce que je sais pas quel est le niveau de turnover qu'il peut y avoir chez Pierre Fabre. Je sais que nous, on l'observe sur beaucoup de sites que ces dernières années, le turnover a tendance quand même un peu à augmenter. Et du coup, comment, à ton niveau, c'est quoi le ressenti justement pour porter ces visions stratégiques quand tu as des équipes qui changent beaucoup? Alors peut-être que c'est pas valable chez Pierre Fabre parce que le turnover est moins important que sur d'autres sites, mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté, un vrai challenge d'arriver à porter des projets sur le long terme quand on a des équipes qui changent assez souvent, quoi. Oui, alors c'est une bonne question. Et côté équipe qualité, donc qualité, c'est assurance qualité et contrôle qualité. On n'a pas forcément beaucoup de turnover. Bien. On a quand même de l'intérim dans les fonctions QC qui approche de la production, donc c'est vraiment variable du volume. Donc on a quand même une partie d'intérimaire côté contrôle qualité. Mais après côté assurance qualité, on a très peu d'intérim. Donc c'est quand même des équipes fixes. On a des fois des mouvements, et heureusement, entre prod, assurance qualité ou supply, logistique, etc., mais au sein d'un site ou intersite. Mais j'ai pas le problème d'intérim ou de turnover. Changement important, quoi. Ouais. Et après. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la stratégie, justement, d'essayer de limiter le turnover? Parce que, encore une fois, plus tu as du turnover, plus c'est difficile de maintenir la stratégie. Est-ce que alors c'est peut-être plus côté RH, mais est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte pour soutenir la stratégie globale? Alors, on essaye d'être attractif et de développer nos talents et de former les personnes. Donc, si les personnes restent chez Pierre Fabre, c'est qu'ils y trouvent encore un intérêt. Et bon, la boîte est belle et la boîte a une bonne raison d'être, mais on essaye forcément de développer les personnes, de les impliquer. Donc même dans la stratégie, quand je dis que c'est le 6 novembre, on s'est réunis et même si on était une trentaine, chacun des responsables d'assurance qualité a fait un tour avec ses N-1 ou N-2, en tout cas sur N-1. Donc la stratégie, elle sort pas du chapeau. On a impliqué, ce que je veux dire, parce qu'on a quand même impliqué les équipes de tous les sites. Et l'implication fait que il y a moins de turnover, quoi. L'implication, la formation et l'appartenance à Pierre Fabre fait que effectivement il y a tout ça, fait qu'il n'y a pas tant de turnover que ça.
C'est Oui, un truc qui fait effectivement, que je pense que l'appartenance à Pierre Fabre, effectivement, de l'extérieur, ça c'est plus attractif que dans certains autres secteurs, on va dire. Donc oui, ça doit jouer, quoi, clairement. Ouais, c'est bien. Tant mieux. On va passer sur un sujet plus concret. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est ta vision à toi sur les procédures groupes justement, qui sont parfois un carcan pour les sites lorsqu'elles sont trop précises, qui sont parfois également un mystère quand elles sont trop vagues. Qu'est-ce que c'est en fait ta vision sur le bon grain de définition des procédures groupes qui vont finalement être déclinées sur les différents sites pour après appliquer finalement la vision, quoi. Alors, c'est effectivement pas une question facile. Encore une fois, il y a une différence entre standardisation et harmonisation. Premier point. Donc, la procédure qui sortira des opérations à mon niveau, elle va définir le quoi, très peu le qui, le quand, et surtout pas le comment. Très peu. Très bien, ça. Quand je dis ça, bien sûr qu'on a, en fonction de nos événements qualité ou inspection ou auto-inspection, on voit des fois qu'on est rouge partout. Donc là, oui, des fois on sort une procédure qui est quand même avec du qui, du quoi et du comment, mais elle est co-construite. Elle est forcément construite avec les sites concernés et on laissera du temps aussi pour la déployer. Et c'est là où des fois c'est un peu problématique parce qu'il faut quand même que la procédure elle sorte, qu'elle soit effective à une date donnée. Et donc c'est là où on essaye de plus en plus d'avoir une espèce d'analyse d'écart, enfin gap analysis qui est fait pour savoir si déjà le site à T0 il est déjà à 30, 40, 50, 70, 90% de la procédure et quelle est la marche ou les marches qu'il a à gravir pour être à 100% de la procédure. Mais bon, pour répondre à ta question quand même, les procédures qui sortent au niveau opération, elles sont pas dans le détail normalement, à quelques exceptions près. Là, si les personnes de bien famille ils vont reconnaître les quelques procédures que j'ai en tête et qui sont un peu vraiment détaillées pour eux et ils vont me contredire là-dessus. Mais on a sorti 3-4 procédures cette année qui sont vraiment dans le détail pour vraiment faire un step change aussi. Voilà. Donc c'est un mix. Encore une fois, ma position, c'est que les procédures groupes ne sont pas dans le détail, elles donnent le quoi. Le qui quand, ça commence à être sur les sites et après on va transformer en instruction, vraiment mode opératoire, instruction, où là on a du comment. Déjà, c'est aussi très bien parce que on a plein de statuts et qu'on peut pas faire tout partout au même niveau pour tous nos produits. Voilà. Ouais. Déjà, je trouve que c'est une super réponse de dire voilà, nous on donne le quoi et surtout pas le comment. Ça c'est vraiment une très, moi je trouve une très bonne réponse. Enfin, j'aime bien cette réponse, quoi. Encore une fois, c'est vrai que... avec quelques bémols, quand il y a vraiment un point urgentissime où là on se met dans le détail et ça grince des dents quand même côté site. Après moi, ça m'étonne pas qu'il y ait effectivement quelques sujets sur lesquels on descende plus dans le détail, puisqu'il y a des process qui se prêtent plus à la standardisation et d'autres qui vont être plus dans l'homogénéisation. Donc ouais, c'est normal aussi d'avoir sur certaines activités d'être un peu plus descendant, peut-être pas jusqu'au comment, mais le qui quand, effectivement, ça peut s'entendre, quoi. Alors oui, finalement la question qui s'enchaîne logiquement derrière, c'est comment est-ce que tu fais pour rester informé de tous les sites de ce qui se fait sans te faire absorber par les tâches opérationnelles, c'est-à-dire j'imagine qu'on vient un peu tous les jours te dire dis donc sur ce site il y a un problème, est-ce que tu peux nous aider, ou est-ce que ça se passe comme ça, ou finalement t'en entends pas parler, est-ce que comment tu gères ça? Première réponse c'est on a une procédure, on appelle ça comme ça une procédure d'escalade des événements. Ouais. Bon, c'est pareil, c'est inspiré du Lean beaucoup, mais et donc on a défini qu'est-ce qui devait rester local et qu'est-ce qui devait être monté, escaladé, notifié à mon équipe centrale. Donc ça c'est un premier filtre. Le deuxième filtre, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une réunion quasiment mensuelle de toutes les 6 semaines avec chacun des responsables des usines de fabrication ou de centres de distribution d'ailleurs. Donc ça sera un deuxième point qui peut être source de m'alimenter sur des problématiques. En parallèle des one-to-one, quand je fais des one-to-one, je suis souvent sur le site. Donc on fait un tour terrain, un gemba avec le directeur du site et le responsable qualité.
Donc c'est un mix de tout ça. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais oui, j'ai une pression d'escalade qui me permet quand même de filtrer qu'est-ce qui est du local et qu'est-ce qui est du global. Et ça arrive pas directement chez moi. J'ai en dessous dans mon premier râteau, j'ai une équipe produit ou j'ai une équipe SMQ et j'ai une équipe matière première, articles de conditionnement. Donc c'est eux qui vont avoir les premières infos de problématiques produits ou fournisseurs ou sous-traitants. Oui, deuxième les one-to-one et puis les game bars. Oui, voilà un peu comment je pourrais répondre à ces points. Et est-ce que je suis embolisé par le quotidien ou l'opérationnel, ou je sais plus comment t'as tourné la question. Un mix des deux. Je peux pas dire que je suis que dans la stratégie et dans le tactique. Pas vrai du tout. Il y a besoin des fois de descendre dans les sujets et de comprendre un plan de formation, un événement en qualité, un change control et une qualification qui se passe pas bien. Donc oui, il y a besoin quand même des fois de descendre et d'aller comprendre, aider et voir si le problème qui a été vu sur le site 1 ne peut pas être vu sur le site 2 non plus, quoi. C'est mon point à chaque fois, parce que chaque équipe est sur les sites est autonome et compétente, et mon rôle va être plutôt de coacher ou orienter, mais surtout de regarder si dans notre système de management de la qualité il n'y a pas une faille et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le système pour pas que le problème ou l'opportunité ne soit pas saisie et ne soit pas mis dans notre SMQ, quoi. Ouais, ça c'est un bon point, ça, effectivement, de pouvoir arriver à faire la tour de contrôle qui dit attention, là sur ce site ils ont eu ce souci et ça peut peut-être vous arriver, et du coup de pouvoir arriver à aiguiller comme ça. Moi ce que je trouve difficile, c'est avec ton expérience et ta curiosité, est-ce que tu arriverais à un peu la mettre sous le tapis pour dire là c'est bon, il faut que je les laisse faire et tout machin, parce que moi j'aime bien savoir, quoi, et finalement si t'aimes bien savoir tout, finalement tu sais plus rien. Alors j'ai vite compris, mais même quand j'étais que rattaché sur un site, j'ai vite compris que même si je suis pharmacien responsable, je ne peux pas être au courant de tout, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Il y a tellement de process, procédés et de spécificités dans tous les métiers que heureusement, le pharmacien responsable ou le directeur qualité doit se reposer sur une organisation et faire confiance, former les personnes, s'entourer de bonnes personnes, et de mettre en place, ce qu'on disait tout à l'heure, une sentinelle, ou une procédure d'escalade, ou quelque chose qui fait que je peux avoir le pouls quand même au quotidien. Quand je dis moi, c'est mon équipe centrale aussi, mais d'abord c'est les responsabilités des sites qui doivent être au courant de ce qui se passe chez eux, donc ça part de là de toute façon. Ouais, moi j'ai une question. Alors justement au niveau du pilotage de la qualité au niveau global, moi c'est un sujet qu'on a pu observer dans d'autres groupes, c'est la comparaison des sites sur des indicateurs clés. Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, notamment les déviations, où on voit des groupes qui vont suivre par exemple le pourcentage de déviation en retard, et en fait ça a amené dans certains cas des questions, puisqu'il y a des sites qui, de par leurs produits, ont des productions en nombre moins importante et donc forcément génèrent moins de déviations, et du coup forcément la moindre déviation en retard augmente très rapidement le pourcentage. Et donc comment est-ce que au niveau global chez Pierre Fabre vous appréhendez justement à la fois il y a besoin de comparer, de voir un peu les sites où ils en sont, etc., sur ces différents sujets, mais en prenant en compte la notion de spécificité de chaque site, que ce soit sur les produits, les volumes, et donc forcément le volume derrière, si on reprend cet exemple de déviation, mais c'est valable aussi pour des CAPA, pour des change control ou des choses comme ça. Donc oui, on a des indicateurs, on en a plein. Oui, on a un tableau de bord, un radar, où on peut facilement dézoomer sur n'importe quel processus de qualité. L'important ici, c'est encore une fois la tendance. Le nombre, le pourcentage, c'est une chose. Alors forcément, il faut qu'on soit compliance aussi, donc on laisse pas la dérive. Mais l'important, c'est quand même l'évolution. Et quand on dit, ok, cette situation elle n'est pas acceptable et on a 3 mois, 6 mois pour résoudre. Alors là, il faut que ça délivre.
comme on a plusieurs statuts produits, on a aussi différentes catégories ou proportions d'événements critiques majeurs mineurs aux heures. Donc, encore une fois, on essaye de comparer des choux avec des choux et des carottes avec des carottes. Donc oui, on fait des comparaisons intersites, mais moi, par exemple, je me focalise beaucoup sur le haut niveau du panier. Donc combien on a eu de déviations significatives ou critiques. Ouais. Après, le reste, c'est pas complètement mon ressort. Bien sûr, je regarde, et bien sûr que s'il y a des dérives, j'ai mon SMQ en dessous qui va tirer la sonnette d'alarme et d'alerte, mais je regarde. Je peux pas surveiller les 50 et demander 50 plans d'action tous les mois à tous les sites. Donc on définit ce qui est ultra prioritaire et ce qui n'est plus acceptable, et on surveille l'indicateur, et avant qu'il ne devienne plus acceptable, on met un seuil d'alerte, et là on met un plan d'action. J'aime bien cette vision de regarder justement l'évolution avant même le chiffre. Effectivement, encore une fois, j'entends ce que tu dis, quand il y a des seuils qui sont pas acceptables, il faut s'y inquiéter, s'y atteler. Mais globalement, quand on n'est pas au-delà de ces seuils inacceptables, de regarder surtout l'évolution, je trouve ça vachement intéressant, quoi. Et c'est pas forcément quelque chose qui est si courant que ça, en fait. Ouais. Et à chaque fois, l'assurance qualité, bien sûr, faut que le SMQ a le chiffre et est capable de le sortir, mais à chaque fois, c'est très transverse, les actions ou les causes de retard ou de décalage de projet. C'est à chaque fois très très transverse. Donc il faut qu'il y ait un réalignement des priorités à chaque fois, comme je vous l'ai dit. Et ce qui m'importe, c'est on voit une dérive, on n'a pas encore franchi le seuil d'action, mais on est en alerte. Et qu'est-ce qu'on fait conjointement pour redresser la barre? Voilà. Donc imaginons que tu prennes la direction d'un autre groupe. Par quoi est-ce que tu commencerais qu'est-ce que tu ferais donc immédiatement? Par qu'est-ce que tu commencerais à regarder? Qu'est-ce que tu commencerais à faire? Bon, le truc le plus simple, c'est la dernière revue de direction du groupe. La gestion des risques et quels risques ils ont identifiés et quels sont les risques. Donc le risque register, tout dépendra des groupes, mais comment ça s'appelle, mais risque register. Dernière conclusion, des audits clients et rapports inspection. Et après quand même aller encore sur le terrain, discuter et voir ce qui est vraiment important, hein. Mais la RDD donne beaucoup d'informations quand même, hein, revue de processus, revue de direction, normalement si elle est bien faite, elle donne quand même pas mal d'éléments. Tout ce qui est encore une fois risque register, qu'est-ce qui m'empêcherait de dormir les premières nuits. C'est quoi tu dis, le risque register? Le risque register, c'est normalement la cartographie des risques dans le groupe ou dans le service. Ça, c'est un document qui est quasiment toujours là. Ça dépend des groupes. Typiquement, côté Pierre Fabre, il y a une partie qui est mise dans la revue de direction. Voilà, on a une synthèse qui est un SWOT, hein, qui est plus ou moins un SWOT, sauf que t'as que sans doute les faiblesses, ou les risques, mais voilà, c'est un SWOT. Donc dans la revue de direction, s'il y a un SWOT, c'est top en général, mais la revue de direction est quand même un bon élément. Et alors ensuite, toi, c'est quoi je dirais pas tes leviers d'action favoris, mais où est-ce que t'aimes agir plutôt, implémenter des nouveaux outils technologiques par exemple, ou alors plutôt faire des audits, plutôt investir dans la formation. Tu vas me dire, ça dépend. Un peu de tout. Alors pas forcément ultra technique, non, pas du tout. J'aime bien les réunions plénières stratégiques. C'est là où j'aime bien. J'aime bien donner une vision et qu'on partage la vision et qu'on me challenge sur la vision. Et à chaque fois, je suis tellement surpris que les personnes, si même moi j'avais pensé mettre la barre haute, ils me la mettent encore plus haute. Donc ça, c'est sympa. Le gambage, on fait vraiment des vies ma vie. Dernièrement, sur un des sites, on a passé 4 heures avec le directeur industriel et le directeur du site dans les différentes lignes. Et j'ai fait la prod bien avant, et ça me rappelle pas mal de choses, et c'est là où on voit un peu le pouls, et entre la procédure qu'on a imaginée vide de ligne, et puis comment après sur le terrain comment les opérateurs peuvent faire cette opération. C'est y a toujours des choses à apprendre, et on modifie après à chaque fois l'instruction, où il y a toujours des commentaires, il y a toujours des bons trucs à prendre, et donc le terrain, c'est là où tout se passe, où les opérateurs, ils sont tous formidables, ils connaissent tous les produits, ils connaissent
remet sous ses équipements. Donc voilà. Donc ça, c'est à chaque fois des moments enrichissants. Innovation. Alors c'était plus pour la partie cosmétique. On peut innover quand même plus facilement que la partie médicaments. Mais ouais, c'est sympa de voir aussi les nouveaux packaging et les nouveaux formules, produits. Ça c'est toujours intéressé, toujours curieux de voir ces innovations. Voilà, grosso modo, ouais. C'est ce qui t'anime, ouais. Donc tu crois beaucoup en l'observation de tâches, à pousser à aller sur le terrain pour aller voir comment ça se passe, etc. Oui. Donc encore une fois, j'étais pas mal en prod avant, et puis j'étais aussi à un moment détaché sur l'amélioration continue et black belt, etc. Et quand on fait un SMED, on se rend vraiment compte de attention, les tâches, elles sont pas si simples que ça, donc elles se superposent, elles s'enchevêtrent. Donc c'est bien d'avoir mis dans la procédure, mais en fait dans la vraie vie, il y a forcément un truc qui te rappelle à faire autre chose ou différemment. Donc après, j'y suis pas tant que ça sur le terrain. Hein. Je vais encore une fois par mois par site. Donc bon, je passe pas ma vie sur les sites, malheureusement aussi, mais ou heureusement peut-être pour les responsables qualité des sites. Mais oui, encore une fois, le dossier de l'eau, la procédure, elle doit être faite, pas rédigée, mais quasiment rédigée par ceux qui utilisent tous les jours les équipements, qui font les tâches tous les jours. Hein. Une procédure maintenant qui est écrite par l'assurance qualité dans un bureau pour l'inspecteur, ça c'est has-been. Donc alors moi du coup ma question suivante c'est comment est-ce que tu fais pour prendre en compte les différents je dirais les différents types de personnes dans tes communications? Est-ce que tu vas avoir finalement plein de différents degrés d'implication dans l'organisation et du coup chacune de ces personnes finalement attendent pas forcément la même chose d'un leader, quoi. Donc comment est-ce que tu fais pour prendre ça en compte dans tes différentes communications? Ou est-ce que tu le prends en compte déjà? Pas sûr de comprendre la question, mais comment je m'adapte à différents publics ou Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Peut-être pour détailler un peu la question, en gros, alors après, ça se joue peut-être aussi en s'appuyant sur les directeurs qualité des sites, mais quand on parle de culture qualité, y a des personnes sur le terrain qui vont être vachement moteurs, qui vont être vachement intéressés, qui vont être ambassadeurs. Et puis on a toujours des personnes, alors là je prends les deux extrêmes, hein, mais qui sont assez détachées, qui voient pas forcément leur intérêt personnel parce qu'en fait ils viennent ici juste pour avoir leur salaire et rentrer le soir et avoir le moins d'ennuis possible dans la journée et voilà. Et du coup ces personnes-là sont plus difficiles à embarquer et donc c'est sûr que ça nécessite derrière une adaptation, que ce soit en termes de communication, d'engagement, etc. Comment est-ce que c'est appréhendé effectivement ça au niveau groupe, mais après derrière sur les sites, comment vous gérez cette disparité de profil? Ouais, donc quand on lance un chantier, forcément, oui, on sait qu'il y aura des ambassadeurs et on sait qu'il y aura des détracteurs ou des personnes résistantes, je sais plus comment tu les as nommés, mais donc bien sûr qu'on favorise le plus possible les ambassadeurs et ils sont tellement déjà eux plus que partie prenante et convaincus du projet que ce sont des très très bons relais ambassadeurs et ils vendent parfaitement le produit ou la procédure ou le projet. Et après pour les personnes qui sont plus en retrait, à chaque fois on passe pas mal de temps sur du change management aussi, hein. Encore une fois, on fait pas du change management sur toutes nos procédures, mais quand on sait que on passe d'un état A à B, qu'il y a vraiment un step change à faire, on fait une conduite de changement et du change management avec de la communication. Encore une fois, ça va reboucler un peu sur ce que j'ai dit avant, mais on essaie d'avoir des résultats assez simples et rapides en quick win, hein. Et puis en général, les personnes qui sont soit en retrait, c'est qu'ils ont peut-être pas compris l'intérêt ou le pourquoi du projet, donc on réexplique le pourquoi. Voilà, donc c'est à force un peu de communication et de répéter, hein. La pédagogie, c'est aussi répéter. On n'arrive pas à convaincre tout le monde, mais on veut pas, on essaie quand même de pas laisser les personnes sur le carreau, ça c'est pas possible. Donc on réexplique et on passe du temps un peu, mais bon, c'est compliqué, hein. C'est certain que c'est comme ça tout le temps, hein, de toute façon. Qui franchissent pas ou qui veulent pas ou donc pas les contraindre non plus, mais en tout cas on fait un effort pour aller vers eux. Voilà, ça c'est certain. Des outils de communication adaptés. La digitalisation, hein, quand on a commencé à digitaliser il y a 5-6 ans ou 8 ans maintenant chez Pierre Fabre, nos procédures, les mettre dans une gestion électronique de documents, la GED,
bah oui, il y a des personnes qui même si c'était il y a 10 ans, utilisaient une souris et allaient chercher dans une espèce de bibliothèque online ou virtuelle une procédure, alors qu'avant c'était sur la ligne. Oui, donc il a fallu vraiment accompagner. C'est vrai, ça, c'est vrai que c'est pas un sujet facile. Je t'ai entendu parler plusieurs fois du Lean justement. Comment tu vois l'application du Lean dans le pharma, toi? Je sais pas si c'est intégré, complémentaire ou enfin ce qu'on veut, mais je vois pas en tout cas d'opposition à Lean et produits pharmaceutiques ou réglementation. Le Lean avec enlever les gaspillages, les moudas, simplifier, éviter les récurrences, faire bon du premier coup, optimiser, c'est complètement la qualité. C'est l'amélioration continue. Après, effectivement, quand on fait du lean dans de la pharma, on doit respecter des règles. Donc l'histoire de valeur ajoutée, non valeur ajoutée, attention, des fois il y a de la valeur non ajoutée mais qui est réglementaire et qui est demandée. Donc voilà. Donc une fois qu'on sait ça, dossier de l'eau, l'exemple du dossier de l'eau, on est passé 15 fois sur les dossiers de l'eau à essayer d'enlever des pages et des pages et des pages. Qu'est-ce qui est valeur ajoutée, pas valeur ajoutée? Oui, désolé, mais l'étiquette de traçabilité du nettoyage, il la faut. C'est une non-valeur ajoutée pour le client, certes, mais il la faut. Voilà. Donc on a essayé à chaque fois, et c'est pas que chez Pierre Fabre, c'est même avant dans mes anciennes boîtes Novo Nordisk et GSK, où on a essayé de faire valeur ajoutée, non valeur ajoutée et valeur ajoutée réglementaire, ou je sais plus comment on l'a appelé, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui de l'ordre de la traçabilité ou d'une réglementation qui demande quand même un check, un contrôle, un document en plus ou une étiquette en plus. Moi, j'ai une petite anecdote marrante là-dessus. Sur un site, vous avez fait intervenir justement une équipe de consultants en ligne qui n'avait jamais mis les pieds dans la pharma. Ça date, c'était il y a 10-15 ans. Je citerai pas le site en question parce qu'ils n'ont pas écouté les recommandations, mais donc les consultants qui étaient lean, qui avaient jamais mis les pieds dans la pharma, ont identifié un des gaspillages. Justement, le dossier de l'eau est recommandé d'arrêter de faire des dossiers de l'eau parce que ça faisait perdre du temps. Donc effectivement, il y a des requis un peu réglementaires et en plus, en vrai, le dossier de l'eau, ça fait partie du produit. Et si on l'appréhende pas ça peut être ultra dangereux, quoi. Non, c'est sûr, mais après, encore une fois, c'est à la qualité ou si c'est la qualité de le faire, il faut expliquer quand même au groupe excellence ou amélioration continue, Lean ou je sais pas comment ça peut s'appeler dans les différentes entreprises, mais le Lean égale effectivement amélioration continue, c'est parfaitement aligné avec la culture qualité, la qualité totale et l'ISO 9001 ou autre référentiel, mais attention, il y a des fois on peut aller très très loin dans du cosmétique peut-être, quoique encore une fois c'est de plus en plus contraint la cosmétique, mais attention, côté pharma, il y a des limites, voilà, il y a des limites. Mais quand même à chaque fois c'est bien d'être challengé par des équipes qui connaissent peu ou moins la pharma, comme ça il y a quand même un peu des réexplications aussi de temps en temps. Alors, donc, vous êtes sûr? Je vois les challenges qui sont des fois, il faut expliquer qu'est-ce que fait un dossier de l'eau, qu'est-ce qu'un contrôle IPC tous les 15 minutes. Voilà. En fait, l'état d'esprit est bon et c'est assez intéressant de former, par exemple, quelqu'un qui va être assez fort en réglementation pharmaceutique à l'état d'esprit Lean pour que justement les deux soient intégrés au même niveau, quoi. Et c'est des deux côtés, le challenge est intéressant des deux côtés, mais après il faut pas que la partie qualité réponde non mais ça c'est réglementaire, circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est réglementaire, c'est quel texte, quel élément. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Et voilà. Alors on arrive vers la fin de l'interview. J'aimerais savoir quelle est ta vision pour la future de l'industrie pharmaceutique, plutôt ou le futur de la qualité plutôt. Où est-ce que tu penses que ça va aller? Comment tu penses qu'on travaillera dans 5 ans, quoi? Alors c'est impossible de faire un truc exact, mais ça c'est intéressant. J'ai pas de boule de cristal, mais quand même, c'est pas forcément qualité, ça va être industrie ou supply chain, opération, tout. Il y a quand même des grands changements sur le digital et l'IA, même si de plus en plus côté qualité, où on avait les GED et puis les différents logiciels de déclaration d'information, ou côté prod, il y a le SAP et puis côté sécu, il y a du LIMS, etc. Mais quand même, de plus en plus, on va être automatisé, digitalisé et de l'IA.
Donc nos métiers, mais encore une fois, c'est pas que qualité, je pense, vont évoluer avec ces outils-là et je pense opportunités-là. Parce que ça va nous simplifier aussi des fois la tâche de rassembler des données, de faire analyser des données et de faire une veille réglementaire. Bon, lire les textes c'est bien, mais si on peut l'avoir plus rapidement et plus vite, tant mieux. Bon, passer plus de temps sur des humains quand même. Je pense que dans 5-10 ans, il y aura encore des humains, parce que même s'il y a tout ça, c'est digitalisé ou automatisé ou avec un bout d'IA, il y aura quand même de toute façon besoin de vérifier si ce qui est sorti est conforme et exploitable et de l'analyse, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on décide. Donc, mais oui, nos métiers, je pense, sont quand même en évolution et je pense évolution positive pour ma part, mais qui peut faire peur, et donc il va falloir qu'on accompagne tous nos collaborateurs à cette partie automatisme digital, IA. Ouais. Ça va demander du recrutement de spécialistes ou quelque chose comme ça pour déjà comprendre. Ou faire monter quand même nos personnes aussi. Oui, il faut des spécialistes externes, c'est sûr, mais quand même, on a tous un cerveau entre les deux oreilles, donc je pense quand même qu'on peut développer nos personnes. Donc ça va être aussi important. Et puis après, l'autre partie, c'est plutôt réglementaire. On a toujours des millefeuilles et des millefeuilles de règlements qui nous tombent dessus. Le cosmétique, pas en reste. Donc c'est aussi un peu et chaque territoire. Voilà, chaque territoire, il va aussi de son référentiel. Donc voilà. Donc c'est un mix de digital à automatisme, bien sûr, et une modification de nos équipements ou de notre façon de faire. Et puis de l'autre côté, une réglementation qui est peut-être moins harmonisé qu'avant. Avant, on avait l'ICH et on pensait que ça allait être résolu côté pharma. Bon, dans les autres statuts, ils n'ont pas forcément ce niveau d'harmonisation et tous les ans, il y a un truc qui tombe sur un pays, sur une réglementation. Bon, voilà, donc un bon compromis entre les deux. Mais en tout cas, la qualité, on est pivot de tout ça. On doit accompagner le business, on doit faciliter l'intégration de la digitalisation ou des nouveaux référentiels. On doit être force de proposition pour que tout ça se passe bien et qu'au final, nos patients, clients, consommateurs ne voient pas cette mutation chez nous, en fait. Voilà. Trop bien. T'as une autre question, Arnaud, sinon? Non, je trouvais ça intéressant, effectivement, comme vision. Et moi, il y a un challenge aussi que je trouve assez intéressant dernièrement. Alors, je voudrais pas qu'on dépasse de trop le timing, mais une question qui se pose, c'est parce qu'on le voit aussi, les talents en qualité deviennent un peu difficiles à trouver pour les sites. Et est-ce que du coup, ça c'est un challenge qui va évoluer dans les 5 années à venir ou pas? Est-ce que tu penses que effectivement d'avoir des gens attirés par la qualité, ça reste quelque chose d'envisageable dans l'avenir, ou ça va être de plus en plus compliqué? Parce que moi, il y a 5 ans, j'aurais jamais cru que ça serait aussi difficile de trouver des personnes pour les sites comme aujourd'hui, quoi. C'est une bonne question. On essaie via la culture qualité ou de rendre la qualité attractive. C'est toujours un beau métier, je pense, de transversalité. Mais par contre, il faut aussi que le qualiticien se repositionne et se remette en question. C'est un métier technique, il y a de la réglementation derrière. On est dans une entreprise et donc il faut on aide tous les métiers. Et donc il faut qu'on fasse de la réciprocité. On appelle ça la réciprocité. J'ai une contrainte réglementaire, tu peux le prendre comme ça. Et comment je fais pour t'aider? Donc il faut que chacun fasse un pas, mais nous qualité d'abord aussi. Voilà. Mais on essaie effectivement alors en tout cas chez Perfab, qu'il y ait du mouvement entre prod, logistique, assurance qualité sur les sites de manufacturing. Ouais. C'est marrant ça. Et alors dernière question, quel conseil t'aurais à quelqu'un qui prendrait des fonctions de responsabilité en qualité au niveau d'un site ou d'un groupe? Site groupe, site curieux forcément, avoir un peu des oreilles un peu partout, et puis aller sur le terrain encore une fois, mais curieux. Voilà, curieux. Donc on connaît pas tout, qu'on sorte des études d'ingé pharma, on connaît pas tout, donc tout se passe sur le terrain et écoutez, je pourrais peut-être dire ce conseil-là, si humblement je peux donner ce conseil. En tout cas, ne pas rester dans le bureau.
On va penser que maintenant le télétravail c'est top et qu'à la maison on règle des problèmes. La maison c'est bien, le télétravail il en faut, mais quand même il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur le terrain et avec les collègues à côté, physiquement. J'adore ce conseil, ne pas rester dans le bureau. Je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner. Trop bien. David, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Ouais. C'était encore une fois assez rare et puis on connaît les emplois du temps très serrés des directeurs qualité. En tout cas, c'est vraiment super d'avoir pris du temps pour répondre. Et puis écoute, j'espère qu'on se reverra bientôt pour peut-être un prochain épisode sur un autre sujet. J'avais 203. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On te souhaite bon courage pour toutes tes affaires. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir.